Ils étaient les plus grands guerriers de la Grèce antique. Le mot spartiate reste associé à l'héroïsme et au courage. Ils sont entrés dans la légende avec la bataille des Thermopyles, qui a changé le cours de l'histoire. Discovery Networks et Science Channel, avec la participation de France Télévisions, présente. Aux Thermopyles, les Spartiates ont obtenu la gloire éternelle. Selon les auteurs antiques, 300 Spartiates auraient tenu en respect une armée de plus d'1 million d'hommes. Les 300, la bataille des Thermopyles. Cette version semble incroyable. Depuis des milliers d'années, on veut savoir ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, des chercheurs utilisent la technologie satellite et de nouvelles méthodes pour en savoir plus sur cette bataille légendaire. Des milliers de flèches sont tirées vers le ciel. Une hache fend un bouclier. Pour faire éclater la vérité sur ces guerriers antiques, il faut reconstituer le champ de bataille de leur plus grand exploit Un temple et des habitations virtuelles apparaissent. et faire revivre leur cité dans l'espoir d'exhumer des preuves de leur bravoure. Cette audiodescription est proposée par France Télévisions, réalisée par France Doublage, écrite par Marie-Laure Daguenel avec la voix de François Pacôme. Le passage des Thermopyles est situé dans le centre de la Grèce. Il se faufile entre la mer Égée et le massif du Kallidromo. Un massif montagneux vu du ciel. Au 5e siècle avant notre ère, il a été le théâtre d'un affrontement sanglant. Une scène de combat. La bataille des Thermopyles est l'une des plus célèbres de l'histoire. Cette guerre oppose deux grandes puissances et leurs armées. Sur les sculptures en bas-relief, les soldats de pierre sont barbus et armés de boucliers et de lances. Une armée virtuelle apparaît sur une plage. Selon les historiens de l'époque, en 480 avant notre ère, le roi perse Xerxès Ier envahit la Grèce avec plus d'1 million de soldats. Ils progressent sur le littoral. Pour poursuivre leur avancée, les envahisseurs doivent franchir le passage étroit des Thermopyles. Mais ils sont stoppés net. Des guerriers cuirassés apparaissent dans le passage. 300 hoplites spartiates leur barrent la route. Leurs grandes lances pointent vers les envahisseurs. Ces fantassins d'élite lourdement armés repoussent les forces perses pendant 3 jours et font plusieurs dizaines de milliers de victimes. Ils barrent la route à l'armée perse. Quelle est la part de vérité dans cette version de la bataille? Ian McGregor Morris mène l'enquête pour démêler le vrai du faux. L'homme est mince et brun. Pour les historiens, la fiabilité des sources est une question essentielle. Ici, les textes ont été écrits environ 50 ans après les combats. Un manuscrit en grec. Les auteurs n'ont pas assisté à la bataille, donc on doit prendre les textes avec beaucoup de précaution. L'historien veut savoir ce qui a poussé les Spartiates à s'engager dans ce combat qui semblait perdu d'avance. Yann longe des vestiges antiques. Il se rend dans le sanctuaire de Delphes. C'est là que commence l'histoire de la bataille des Thermopyles. Le site vu du ciel. Delphes jouait toujours un rôle crucial dans les conflits. C'était l'endroit où on échangeait les nouvelles et où on lançait des rumeurs sur des risques d'attaque. Un vaste amphithéâtre surplombe le sanctuaire. Une carte s'anime sur une pierre taillée. En 480 avant notre ère, Sparte est une petite cité-État parmi les autres, dans un territoire grec très divisé. Les frontières se dessinent sur la carte de la Grèce. La Perse est une superpuissance voisine qui a déjà conquis les 2/3 du monde connu. Elle a maintenant des vues sur la Grèce. Selon la légende, Léonidas Ier, le roi et commandant en chef des Spartiates, envoie des émissaires à Delphes pour demander conseil. Yann longe les colonnes du sanctuaire. Ils obtiennent une audience avec la Pythie. Cette prophétesse rend des oracles utilisés pour prédire l'avenir. Sur une céramique, un homme fait face à la Pythie. Avant toute campagne d'envergure, Sparte demandait l'approbation de l'oracle. Des images de synthèse apparaissent sur les vestiges. À l'époque, Delphes accueille un grand temple dédié à Apollon, le dieu de la lumière, des arts et de la divination. Une rangée de colonnes entoure un bâtiment rectangulaire aux murs de pierre et recouvert d'un toit. Dans les profondeurs du temple, une pièce secrète appelée Aditon accueille la Pythie, assise sur son trépied. Sous une salle au flambeau, une chambre souterraine. Les vapeurs qui remontent du sous-sol sont l'essence et la parole d'Apollon. En les respirant, la Pythie entre en transe. La prophétesse virtuelle est assise au-dessus d'un nuage de vapeur qui s'élève du sol. Elle prédit aux Spartiates que leur cité sera détruite ou leur roi tué s'il défie les Perses. Son visage est caché par un voile. Elle a le regard et la tête baissés. Une gravure la représente les bras levés, entourée de sages qui écrivent. Cette prophétie a sans doute poussé Sparte à partir au combat.
Ian McGregor Maurice veut savoir sur quoi se fonde la parole de l'oracle. Des versants abrupts entourent le sanctuaire. Récemment, on a compris que ces visions dites prémonitoires avaient une explication très scientifique. Des traces blanches veinent la roche. L'historien poursuit l'enquête sur la montagne où Delphes est construite. Cette paroi rocheuse déchiquetée est un indice. Ian est devant une falaise. Nous voyons une ligne de faille qui traverse le paysage dans cette partie de la Grèce. C'est la preuve d'une grande activité géologique. Depuis toujours, des séismes secouent la région. Ils ont poussé d'immenses masses de roches vers le haut. Une faille rocheuse bouge. Pour Ian McGregor Maurice, l'activité sismique serait à l'origine des visions de la Pythie. De la fumée s'élève des rochers. Des ruptures sismiques provoquées par des secousses violentes ont pu libérer des gaz emprisonnés dans le sous-sol sous forme de vapeur. Ça pourrait expliquer les hallucinations de la prêtresse. Ces émanations hallucinogènes sont une explication scientifique. Dans l'Antiquité, la transe de la Pythie devait être un spectacle impressionnant, interprété comme un acte divin. Nous avons la preuve que l'oracle avait un impact très concret sur la vie de la population. Les sources historiques disent que les Spartiates ont envoyé des émissaires à Delphes pour consulter la Pythie sur des questions importantes. Il y aurait donc une part de vérité dans les récits autour de la Pythie. Les prophéties de la prêtresse étaient prises très au sérieux. Le message de l'oracle aux Spartiates ne leur a pas laissé beaucoup de choix. Léonidas Ier devait absolument agir. Reconstitution historique. Un homme à barbe blanche casqué. Le roi de Sparte croit la prédiction de l'oracle, qui lui annonce sa mort. Le roi se tient immobile avec un grand bouclier et une lance. Il y voit un signe du destin. Il doit se sacrifier sur le champ de bataille pour sauver Sparte de la tyrannie perse. Son casque est décoré d'un cimier noir et blanc. Convaincu par la prophétie, Léonidas mobilise son armée. Des guerriers spartiates ajustent leur casque et saisissent leur bouclier. Le roi est persuadé qu'il envoie ses hommes à la mort. Il ne choisit que des soldats d'élite qui ont au moins un fils vivant pour perpétuer leur lignée. Ils s'avancent lentement en file indienne sur un sentier rocheux. Les Spartiates savent qu'ils ont besoin de renforts pour affronter les Perses. De nombreuses cités-États grecs préfèrent capituler devant l'appétit de conquête de la Perse et la supériorité de son armée. Les temples de l'acropole. Face à l'invasion lancée par Xerxès Ier, très peu de cités-États grecs ont vu l'intérêt de s'allier à leurs voisines. En 480 avant notre ère, les Grecs sont incapables de faire front face à l'ennemi. Ian McGregor Maurice veut comprendre pourquoi une alliance politique est impossible. Pour cela, il étudie les vestiges de Delphes. Ian est devant une pierre gravée. Voilà une inscription laissée par la cité-État de Chéos. Pour résumer, elle dit Delphes a donné au peuple de Chéos le privilège de consulter l'oracle avant les autres cités. Ça nous montre bien les rivalités entre les cités qui venaient à Delphes. Chacune voulait impressionner les autres, les menacer ou leur imposer sa loi. À Delphes, on voit que cette compétition a souvent dégénéré en conflit armé. Sur un terrain bordé de colonnes. La Grèce n'était pas un pays unifié. Il y avait de nombreuses cités-États indépendantes qui estimaient ne rien devoir à leurs voisines. Ici, on voit un monument érigé par les Spartiates pour célébrer leur victoire sur les Athéniens. Les Spartiates sont les plus grands guerriers de Grèce. Ils sont le meilleur rempart face aux Perses qui risquent de s'emparer de tout le territoire. Près de Sparte, une découverte montre le traitement impitoyable qu'ils réservaient à leurs ennemis. Une crevasse profonde descend jusqu'au pied d'une falaise. Les ossements de 46 corps ont été remontés du fond d'une grotte. Des fragments de mâchoire et d'os. Yann entre dans un couloir. Ian McGregor Maurice se rend à Athènes pour rencontrer Constantinos Merdancianos, qui a trouvé les ossements. Un homme à lunettes et barbe blanche en blouse. Y a-t-il quelque chose de surprenant dans ces ossements ? Oui, il y a un mystère. On ne sait ni comment, ni pourquoi tous ces corps se sont retrouvés au même endroit, au fond de cette grotte. L'analyse des os révèle qu'il s'agissait d'hommes jeunes et en bonne santé, pour la plupart. Ils pourraient donc être des soldats. Des dents intactes sur des morceaux de mâchoire. Étant donné leur âge, on peut émettre l'hypothèse que c'étaient des guerriers.
Et sans doute qu'ils sont morts dans cette grotte. Les raisons de cette hécatombe restent inconnues. En tout cas, la datation prouve qu'elle a eu lieu plusieurs siècles avant la bataille des Thermopyles, à l'époque où Sparte était en guerre contre les cités voisines. C'étaient sans doute des ennemis des Spartiates. On pense qu'on les a exécutés en les jetant dans un gouffre au fond de la grotte. C'est la preuve de la violence et de la rivalité entre les différentes cités-États de l'époque. Au 5e siècle avant notre ère, ces relations conflictuelles empêchent les Grecs de former l'alliance dont ils auraient besoin contre les Perses. Sur le sanctuaire, Pour Ian MacGregor Morris, la détermination de Léonidas Ier donne le courage à ses voisins de rejoindre Sparte dans son combat. une statue du roi sur un piédestal. Il a fait un choix très fort, opposer une résistance à la Perse. En soi, c'est un acte d'un grand héroïsme. Et il a incité les autres cités-États à s'unir. Une animation montre des soldats devant leur chef. Au cours de l'été, Léonidas mobilise 300 de ses meilleurs soldats. Le nombre de soldats grandit. Depuis une colline, le roi regarde son armée se mettre en marche. En chemin, ils sont rejoints par des hommes venus de plus de 30 cités-États de toute la Grèce. Une carte de la Grèce. Ils doivent parcourir 300 km pour arriver aux Thermopyles. Une flèche rouge, rejointe par d'autres plus petites, trace la route vers le nord. Contrairement au mythe moderne, les 300 Spartiates n'ont pas combattu seuls. À la veille de la bataille, il y a 7000 guerriers dans le camp grec. L'armée est immense devant son roi. Les Spartiates seront en première ligne face à la gigantesque armée perse, qui a la réputation d'être la plus grande du monde. Reconstitution de combat. Selon la légende, ils tiennent leur position face à des attaques répétées pendant 3 jours. Mais cette version est-elle authentique? Les historiens veulent savoir comment Léonidas et ses troupes ont résisté alors qu'ils semblaient n'avoir aucune chance. Léonidas dégaine un glaive derrière son grand bouclier. La rencontre entre les forces en présence a lieu dans le passage des Thermopyles. D'un côté, il y a les troupes grecques, les 300 meilleurs hommes de Sparte et 7000 autres venus de toute la Grèce. Les guerriers cheminent dans les montagnes, sandales aux pieds et lancent à la main. En face, selon les sources antiques, il y a 1 million de soldats perses. L'armée perse virtuelle couvre l'étendue du rivage surplombé par une falaise. Les Grecs les auraient repoussés pendant 3 jours. C'est un exploit trop beau pour être vrai. Un Spartiate tranche la gorge d'un ennemi, le sang jaillit. Selon les auteurs de l'époque, les Spartiates se sont battus dans un passage étroit entre les montagnes et la mer. Cette localisation était essentielle pour la stratégie des Spartiates. Ian MacGregor Morris se rend là où la bataille se serait déroulée pour voir si la géographie cadre avec les récits de l'époque. Une route longe une plaine côtière. Devant moi, il y a le champ de bataille des Thermopyles. Mais ce qu'on voit ne ressemble pas du tout aux descriptions des sources antiques. La mer est à plusieurs kilomètres et les falaises ne sont pas vraiment à pic. Une rivière traverse la plaine et rejoint les versants en pente douce. Les sources semblent avoir enjolivé la réalité. Pourtant, c'est bien la région des Thermopyles. Il y a les sources thermales qui ont inspiré le nom du lieu. Yann est devant une cascade. En grec, Thermopyles signifie les portes chaudes. L'eau qui coule ici est décrite par les auteurs de l'Antiquité. Dans la mythologie, Héraclès a lavé sa peau couverte de poison dans la rivière. Ce serait pour ça que l'eau est brûlante. En réalité, les sources sont chauffées par le sous-sol. Les bords de la rivière sont rongés par l'eau. Les processus géologiques naturels qui ont inspiré la mythologie ont aussi modifié le paysage au fil du temps. L'eau qui remonte des entrailles de la terre apporte des minéraux. Ils se sont solidifiés et accumulés peu à peu en couches superposées pendant 2500 ans, au point de recouvrir le champ de bataille. Dans l'Antiquité, les Thermopyles étaient très différents. Le site vu du ciel, des images d'animation représentent l'explosion d'un sol en milliers de fragments. En plongeant sous le paysage actuel, on découvre un mélange de sel, de sédiments et de fossiles marins. Cela prouve que la mer avançait autrefois jusqu'ici. Au pied de la montagne. À côté,
il y a une paroi de travertin blanc, une roche sédimentaire formée par les sources chaudes riches en minéraux. La paroi disparaît. À l'époque de la bataille, le sol était 20 mètres plus bas et se trouvait au bord de l'eau. Il y avait donc bien une mince bande de terre entre la mer et la montagne. La mer délimite le passage. Ce paysage antique correspond aux descriptions de l'époque. Mais est-ce bien le lieu du face-à-face entre les Grecs et les Perses? Deux armées virtuelles apparaissent. Cet endroit était au bord de la mer en 480 avant Jésus-Christ. Et en face de moi, il y a des falaises à pic. Le relief particulier du passage était un élément clé de la stratégie des Spartiates. Malheureusement, aujourd'hui, les sources chaudes sulfureuses ont modifié le paysage et les chercheurs ont du mal à être sûrs que c'est bien le fameux champ de bataille. Ian McGregor Morris grimpe sur un terrain plus élevé à la recherche de traces archéologiques. Des vestiges à fleurs sur la montagne. Il repère ce qui ressemble à un mur antique. Selon la légende, les Spartiates l'auraient utilisé pour protéger leur campement. Yann est devant le mur. Ces blocs de pierre sont très gros. Le style de taille est typique de l'époque grecque avant la tentative d'invasion de Xerxès Ier. Ces vestiges juste au-dessus du passage des Thermopyles sont sans doute le mur mentionné par les textes de l'Antiquité. La présence de ce fragment de mur renforce la crédibilité des sources de l'époque. L'affrontement entre les Spartiates et les Perses aurait bien eu lieu au pied de cette montagne. L'emplacement de ce mur donne du crédit aux sources anciennes. Les descriptions concordent avec ce qu'on trouve ici. Vu du ciel, il forme un carré. En observant la configuration des lieux, on réalise à quel point la stratégie des Spartiates est brillante. Reconstitution. Les Spartiates achèvent les Perses avec leurs lances. En arrivant aux Thermopyles, Léonidas Ier savait que son infériorité numérique l'obligeait à bloquer les Perses à l'endroit le plus étroit, là où ils ne pourraient pas être débordés sur le côté. Yann consulte une carte sur une tablette. Les relevés géologiques permettent de reconstituer la côte à l'époque de la bataille. Il place des plots le long de la falaise. Ian McGregor Morris délimite le passage tel qu'il était à l'époque, pour calculer combien d'hommes il fallait pour le défendre. Il en place sur la largeur du passage. On voit qu'on est tout près des falaises. Il écarte les bras entre deux plots. Sur cette largeur, on peut aligner une vingtaine de guerriers spartiates, comme une muraille de boucliers bloquant l'accès à la Grèce. Ce champ de bataille étroit était parfait pour la petite armée spartiate. La mer recouvre virtuellement le sol jusqu'au plot. Il a obligé les Perses à revoir leur plan d'attaque. Ils ne pouvaient pas profiter de leur nombre. Ils se sont retrouvés dans un goulet d'étranglement face à la ligne de défense grecque. En théorie, les Perses avaient l'avantage, mais la géographie a changé la donne. Les Spartiates ont-ils pour autant repoussé 1 million d'hommes? Un indice se trouve dans une structure bâtie par le roi des Perses en chemin vers les Thermopyles. Une sculpture en bas-relief représente le roi des Perses. Pour arriver en Grèce, il a dû surmonter un obstacle naturel dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de la Turquie. Yann est devant une carte projetée sur un mur. Il devait traverser ce détroit. Il aurait pu embarquer ses hommes sur des navires pour naviguer jusqu'à l'autre rive. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Pour atteindre la Grèce, les Perses doivent franchir l'Hellespont, aujourd'hui connu sous le nom de détroit des Dardanelles. Il mesure 1 kilomètre et sépare l'Asie de l'Europe. Sur une carte animée, le roi perse se déplace en direction de l'Europe. Xerxès Ier utilise une technique saluée comme l'une des plus grandes réussites d'ingénierie de l'Antiquité. Les Perses sont positionnés devant le détroit. 2 lignes se forment sur la mer. D'après le récit d'Hérodote, près de 700 bateaux perses jettent l'ancre dans le détroit. Ils sont attachés les uns aux autres avec de gros cordages. Des centaines de bateaux apparaissent sur la mer. Les soldats posent ensuite des planches de bois sur des bateaux et les recouvrent de terre pour faire une route. Les troupes perses traversent le détroit. En seulement une semaine, les Perses auraient donc créé 2 immenses pontos flottants pour faire passer l'immense machine de guerre d'une rive à l'autre. La construction de ces pontons est révélatrice. Selon Xerxès Ier, ça aurait été trop long de faire monter l'armée sur des bateaux. On peut en déduire qu'il y avait beaucoup de soldats. Ça nous montre aussi qu'il avait des ressources et des moyens extraordinaires, et aussi la volonté de lancer un projet aussi ambitieux. Yann projette la photo d'un bas-relief où des files de personnages soutiennent des frises sculptées.
Les Grecs ont-ils vraiment affronté la plus grande armée de l'Antiquité? Ian McGregor Morris cherche des réponses sur la tombe de Xerxès Ier, le roi des Perses. Xerxès Ier est représenté au-dessus des personnages. C'est une œuvre d'art extraordinaire. Quand on regarde de près les personnages, on voit qu'ils sont parfois très différents par leurs costumes, leur coiffure ou leurs armes. Ils doivent représenter les peuples de l'Empire perse. Ces portraits de soldats donnent une idée de la puissance impériale perse. Ce personnage est originaire d'Éthiopie. L'autre, juste au-dessus, vient de la région qui est aujourd'hui l'Afghanistan. Ces deux endroits sont à des milliers de kilomètres de distance. On trouve 30 peuples différents sur les sculptures de ce bas-relief, et certains viennent des pays les plus riches du monde connu. Ça montre que Xerxès Ier pouvait mobiliser des ressources immenses quand il voulait lever une armée. Le roi avait les moyens de rassembler une armée redoutable. Mais la légende a sans doute exagéré sa taille véritable. Il faut approvisionner les soldats en eau et en nourriture et pouvoir les soigner. Les contraintes logistiques laissent penser qu'il a envoyé au maximum 100 000 hommes, et pas 1 million. Les Perses n'étaient pas la marée humaine décrite par les textes anciens. L'armée virtuelle perse sur le rivage. Mais ils étaient au moins 10 fois plus nombreux que les Grecs. Reconstitution. Les Spartiates arment leurs boucliers. Avant d'attaquer, Xerxès Ier aurait donné aux Spartiates une dernière chance de reddition. Les Perses sont vêtus de tuniques et de turbans. Selon les sources, la dernière offre du roi perse aux Spartiates était tout simplement « rendez les armes ». Léonidas Ier aurait répondu « viens les prendre ». L'une des plus célèbres batailles de l'histoire peut commencer. Du sang coule sur la terre. Les 300 Spartiates en première ligne doivent défendre le passage face à plusieurs dizaines de milliers de Perses. L'issue de l'affrontement semble jouée d'avance. Pourtant, si les Perses ont la supériorité numérique, ils ne l'ont pas militairement. Un Spartiate achève un Perse agonisant à coups de glaive. Léonidas se dresse parmi ses troupes. Les Spartiates sont les meilleurs soldats du monde à cette époque. Ils sont à la tête d'une alliance grecque de 7000 hommes contre environ 100 000 envahisseurs. Les Grecs avancent en rang serré, leurs lances vers l'ennemi. Les Perses, démunis d'armure, résistent avec de frêles boucliers. Les récits de la bataille racontent qu'ils vont tenir leur position pendant 3 jours, ce qui semble incroyable. Quand on pense à la taille des deux forces en présence, on se dit que les Perses n'ont fait qu'une bouchée des Grecs. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Premier jour de la bataille, la ligne de front spartiate se déchaîne contre l'infanterie perse. Un homme à la barbe grisonnante. Ils étaient bien entraînés, très professionnels et savaient à quoi s'attendre. L'étroitesse du passage des Thermopyles permet aux Spartiates de compenser leur infériorité numérique. Pourtant, ça n'explique pas tout. Les deux armées virtuelles sur le passage. L'armée perse ressemble à une déferlante d'armes légères, d'arcs, de lances et de dagues. En face, les hoplites spartiates sont une unité cuirassée. Leurs boucliers en bronze sont doublés d'une épaisse couche de bois pour absorber les chocs. Leurs visages et leurs corps sont protégés par des armures en bronze. Leurs épées en fer sont courtes, mais meurtrières en combat rapproché. Leurs longues lances en bois sont solides et terminées par une pointe à chaque extrémité. Ces guerriers n'ont peur de personne. Les Spartiates pointent leurs impressionnantes lances. Nick Fields étudie les stratégies militaires de l'Antiquité. L'homme à la barbe grisonnante. Selon lui, le succès des Spartiates est dû à la tactique de la phalange. Dans ce type de formation compacte, les hommes resserrent les rangs et forment une carapace avec leurs boucliers. 6 figurants en tenue spartiate pointent leurs lances verniques. La phalange est une muraille de boucliers à la fois défensive et offensive. Les boucliers sont la clé de cette formation. Ils se chevauchent et protègent les soldats du bas du casque au genou. La lance est brandie au-dessus et elle ne peut viser qu'une seule direction. Encore, encore et encore. Une lance transperce un bouclier. La phalange exige discipline, coordination et solidarité.
Le bouclier ne protège que l'avant du corps. Donc chaque soldat compte sur celui qui est à sa droite pour le couvrir du côté exposé. C'est donc capital de rester en formation. Les Spartiates sont une barrière impénétrable et ils n'attendent pas que les Perses donnent l'assaut. Les figurants se mettent en marche. La phalange est une machine de guerre qui charge l'ennemi. Du point de vue des Perses, ça a dû être terrifiant psychologiquement. Ils ne voyaient qu'une masse de bronze et de pointes de lance qui avançaient vers eux. La phalange a dû pulvériser la ligne de défense perse. Pas de quartier. La phalange écrase la première vague de fantassins perses. En face, Xerxès Ier déploie ses troupes d'élite. On les appelle mélophores ou immortels. Avec leurs lances et leurs boucliers, ils sont aussi redoutables que les Spartiates. Des céramiques colorées en relief représentent les immortels. Sur le terrain, la phalange a l'avantage. Les lances des Spartiates mesurent presque 1 mètre de plus que celles des Perses. C'était une bien meilleure arme en cas de combat plus rapproché. Même de loin, le Spartiate peut facilement viser le visage du guerrier perse qui est à découvert. Selon Nick Fields, les Perses ne pouvaient rien contre la puissance de la phalange. Xerxès devait penser que la bataille serait terminée en 5 minutes. Mais les Spartiates avaient le meilleur équipement militaire de l'époque. Une animation montre la bataille. En combat rapproché, les Perses se heurtent aux boucliers spartiates et ne peuvent éviter leurs lances. Les archers perses tirent leurs flèches sur les Grecs. Même les volées de flèches ne peuvent pas pénétrer la formation compacte des Spartiates. Les boucliers spartiates dévient les flèches qui tombent sur le sol. Bien que plus nombreuse, l'armée perse est bloquée par la phalange. Les premiers rangs perses disparaissent les uns après les autres face aux Spartiates. La supériorité tactique et technique des Spartiates leur donne l'avantage. Pour Nick Fields, c'est la cohésion des troupes qui fait toute la différence. La phalange, c'est le symbole d'une communauté soudée sur le champ de bataille. Chaque guerrier connaissait celui qui était à sa gauche, à sa droite, derrière et devant lui. C'est ça la force des Spartiates. Ces guerriers ont une détermination hors du commun. À la fin de la première journée de combat, ils n'ont rien perdu de leur hargne. Le soleil couchant se reflète sur la mer et disparaît derrière des montagnes. Les historiens se sont interrogés sur cette force mentale face à l'armée perse. Ils ont cherché à comprendre d'où elle venait en explorant les ruines de Sparte. Des murs aux pierres gravées forment un monticule recouvert d'herbe. Deuxième jour de la bataille des Thermopyles. Reconstitution historique. Les Spartiates ont toujours le dessus. Ils résistent aux assauts successifs de l'infanterie perse. Un soldat perse est frappé à mort et gît sur le sol. Les boucliers grecs sont tachés de sang. Leur endurance semble surhumaine. Des vestiges à l'écart d'une ville. Pour comprendre la mentalité des guerriers spartiates, il faut enquêter à la source. Une femme brune aux cheveux longs consulte une tablette. Maria Tsouli veut savoir comment on vivait à Sparte en 480 avant notre ère. Autrefois, cette cité était la plus puissante de Grèce. Si on creuse, on trouve les vestiges des 4 villages de Sparte. Les 4 sites vus du ciel. Un temple virtuel apparaît sur un promontoire au milieu des arbres. Sous le règne de Léonidas, Sparte est en apparence une cité grecque comme les autres. On y trouve des temples, des monuments et une place du marché. Pourtant, les ressemblances s'arrêtent là. Des habitations virtuelles sont dispersées sur une plaine. Autour du centre, il y a 4 villages avec des habitations très rudimentaires. Sparte n'est pas une métropole rutilante, mais une mosaïque de maisons en briques et de baraquements militaires. Au loin, une grande chaîne de montagnes. Elle n'est pas entourée d'un mur d'enceinte comme les autres cités. Sparte n'a pas besoin de protection. Elle a ses guerriers. Des arbres et des collines entourent les villages entre 2 cours d'eau.
Maria s'approche d'un muret. Maria Tsouli veut savoir comment elle a pu produire des soldats aussi redoutables que les hommes de Léonidas. Des vestiges de construction de pierre sont disséminés dans un champ. Elle explore un temple. Selon les auteurs de l'époque, c'est là que les jeunes Spartiates subissaient un rite de passage particulièrement violent. Les garçons se tenaient sur l'autel et la prêtresse, derrière eux, les fouettait jusqu'à ce que leur sang coule sur les pierres. Très souvent, les jeunes en mouraient. Cette brutalité est-elle un mythe ou une réalité? L'archéologue se demande d'abord si l'autel date bien de l'époque des Spartiates. Le mortier entre les petites pierres est beaucoup trop récent, mais à la base de la structure, il y a bien des vestiges contemporains des célèbres guerriers. On voit qu'il n'y a pas de mortier entre les pierres, juste de la terre. C'est caractéristique de l'époque de la bataille des Thermopyles. Près du temple, Maria Tsouli trouve d'autres traces intéressantes. Les fondations d'une immense structure qui entourait l'autel. Si on observe la disposition des pierres, on voit qu'elles forment un mur en demi-cercle. C'est ce qu'il reste d'un grand amphithéâtre qui a été construit autour du sanctuaire d'Artémis Orthia. La présence de cet amphithéâtre confirmerait la réputation de l'éducation spartiate. Il a été bâti pour accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs pour les cérémonies. Pour moi, ça prouve que les rituels des coups de fouet sur les jeunes Spartiates devant l'autel ont vraiment existé. C'était plus qu'un spectacle sanglant. Maria Tsouli pense qu'il préparait les jeunes hommes à devenir des guerriers. Le rituel n'était qu'une étape de leur entraînement militaire, destiné à les endurcir et même à donner leur vie pour leur cité. Des escaliers en pierre montent sur une butte. Sparte est une cité militaire et aristocratique. Tous les hommes du peuple doivent combattre. La cité est entièrement dédiée à son armée. Maria entre dans un musée. Maria Tsouli se rend dans les réserves archéologiques de la ville. Elle arrive dans une pièce d'exposition et contemple un buste en marbre. Voici la statue la plus impressionnante qu'on ait retrouvée à Sparte. On sait que c'est un guerrier parce qu'il porte un casque. Sur le casque, une longue crête incurvée. Ce casque est orné d'une tête de bélier. C'est le signe que l'homme en question était un roi. Des cornes de bélier décorent les garde-joues. Ce pourrait même être le commandant en chef des Spartiates aux Thermopyles. Reconstitution. Léonidas scrute l'horizon sous son casque de bronze. Les spécialistes pensent que c'est Léonidas, parce que cette statue a été réalisée juste après la guerre contre les Perses. Léonidas reste le grand héros des Spartiates. Sa statue trône au centre de la vieille ville de Sparte. Je crois que c'est révélateur de l'état d'esprit des Spartiates. Les fouilles archéologiques ont révélé une société entièrement tournée vers la guerre. Il y a des sculptures de soldats héroïques, des statuettes de guerriers et des offrandes religieuses. Les pierres tombales révèlent la dévotion totale des Spartiates envers l'art de la guerre. Maria regarde des morceaux de stèles sur un mur. On a plusieurs inscriptions funéraires. La première ligne donne le nom du défunt. La seconde insiste sur le fait qu'il est mort à la guerre. En grec, en polémoi. Il y a peu de pierres tombales de ce type. Il faut avoir donné sa vie pour Sparte pour en avoir une. Seuls les hommes tombés au combat avaient droit à ce type de pierre tombale. Les femmes mortes en couches aussi. De l'enfance à la mort, les Spartiates dédient leur vie à la guerre et à la protection de leur peuple. Des casques en bronze de différentes formes, un bouclier ornementé d'une figure mythologique. Dès la naissance, ils sont préparés à une vie très rude. On dit que les mères baignent les garçons dans du vin pour les rendre plus forts. Une animation montre une femme verser du vin sur un bébé. À 7 ans, les garçons quittent la maison et
et commencent un entraînement militaire extrêmement dur. Des enfants se battent au corps à corps. Ils sont délibérément privés de nourriture et laissés seuls dans la nature pour apprendre l'endurance et l'ingéniosité face à leurs futurs ennemis. Un adolescent terrasse un sanglier avec une lance dans une forêt obscure. À 20 ans, les Spartiates sont des guerriers taillés pour le combat, puissants et efficaces. Des jeunes vêtus d'un cache-sexe transformés en hommes musclés puis en guerriers cuirassés. Sparte est une cité guerrière. On la craint dans toute la Grèce antique. Pour Léonidas et ses hommes, la bataille des Thermopyles est l'accomplissement de toute une vie d'entraînement militaire. Les 300 Spartiates en ligne de front ne font pas de quartier à l'armée perse. Des montagnes à perte de vue. Pourtant, au soir de la deuxième journée, Xerxès Ier, le roi perse, reçoit une aide décisive. Un petit sentier dans une forêt. Comment les envahisseurs vont-ils briser le front grec? Que vont faire Léonidas et ses hommes face à une mort certaine? Le jour se lève sur la mer. Le 3e jour de la bataille des Thermopyles commence. Depuis 2 jours, Léonidas et ses hommes résistent à l'offensive perse. Des boucliers sont au choc. Ils se préparent à une reprise des hostilités. Un guerrier attache son armure en forme de torse moulé. Une découverte sur le champ de bataille pourrait nous apprendre comment les Spartiates ont fini par être vaincus. Des centaines de pointes de flèches sont exposées dans une vitrine. Dans les 3 passages, les Spartiates défendent leur position face aux Perses. Les Spartiates disparaissent sur le champ de bataille virtuel. Mais on a la preuve qu'ils ont abandonné leur position. À 1 kilomètre au sud, sur une colline, les archéologues ont découvert de très nombreuses pointes de flèches perses. Des pointes rouillées jaillissent d'un trou dans le sol. Les flèches se reconstituent virtuellement dans les airs. Aujourd'hui, le fer est rouillé, mais à l'époque, ces armes étaient meurtrières. Des milliers de flèches tirées vers le ciel forment un rideau qui cache le soleil. Elles sont le vestige d'un tir de barrage massif. Elles s'abattent sur les Spartiates. Cette pluie de flèches a-t-elle signé l'arrêt de mort des Spartiates? Des détails de pointes de flèches dans une vitrine. Yann se rend au musée archéologique d'Athènes. Ian McGregor Morris pense que ces pointes pourraient raconter le dernier chapitre de la bataille. Il se rend à Athènes, où ces précieux vestiges sont conservés. Des pointes de différentes formes et très effilées. Ces pointes de flèches sont la plus importante preuve tangible qu'on ait sur ce qui s'est passé aux Thermopyles. On voit qu'elles ont souvent 3 ailes. C'était sans doute la forme la plus répandue dans l'armée perse. Vu l'endroit où on les a retrouvées, il est tout à fait possible que des armes de ce type, voire ces armes-là, aient tué les derniers Spartiates, comme les sources le décrivent. Ian McGregor Morris retourne dans l'ancien passage des Thermopyles pour enquêter sur la fin de l'affrontement. Il se tient sur une colline. Les pointes de flèches étaient principalement au pied de cette colline. Ça nous laisse penser que les Spartiates et leurs alliés ne combattaient plus dans le passage étroit, mais à cet endroit, et que les Perses les bombardaient de flèches. La pluie de flèches fend le ciel. La présence de si nombreuses pointes de flèches semble confirmer la fin des Spartiates. Mais elle ne dit pas pourquoi ils sont morts à cet endroit. La légende dit que les Perses ont bénéficié d'un coup de chance. Les sources antiques nous parlent d'un tournant décisif dans la bataille. Un traître aurait proposé à Xerxès de lui montrer un chemin dans la montagne contre de l'or. Les troupes perses auraient pu contourner les Spartiates pendant la nuit. Reconstitution. Les Perses marchent dans l'obscurité. Un traître a-t-il pu guider plusieurs milliers de soldats lourdement armés à travers les montagnes pour parcourir une quinzaine de kilomètres? Est-ce l'origine du retournement de situation? Ian McGregor Morris explore le mont Kallidromo et étudie les relevés GPS. Yann a les pieds dans une plaque de neige. Il consulte sa tablette. Chaque point est un marqueur. En reconstituant ces chemins, on peut déterminer par où les Perses ont pu passer. Près du sommet, il identifie un ancien sentier pour le bétail. Il existait peut-être déjà dans l'Antiquité. Le chemin commençait sans doute ici. Pour monter ce versant,
contourner les pentes sud qui mènent au sommet et ressortir par là, derrière les forces grecques, dans le passage. Le massif montagneux du Kallidromos s'étend à perte de vue. La légende semble fiable, mais elle ne raconte pas toute l'histoire. Yann marche sur une colline. En descendant davantage, Yann trouve d'autres chemins possibles. Cela prouverait qu'il y avait plus d'un traître parmi les Grecs. Il semble possible qu'à cet endroit, des Grecs qui n'étaient pas loyaux à Sparte ou à l'Alliance grecque aient permis aux Perses de prendre le dessus. À l'aube du troisième jour, les traîtres ont pu aider les Perses à traverser la montagne pour attaquer le campement grec. Yann observe des falaises derrière les collines. Les archives de l'époque auraient maquillé la vérité. C'est très pratique de faire porter la responsabilité de la défaite à un seul bouc émissaire, alors qu'en réalité, il y avait peut-être beaucoup de gens prêts à faire allégeance à Xerxès Ier au lieu de se battre avec les Spartiates et leurs alliés. Les Grecs sont trahis par les leurs. Reconstitution. Les yeux des Spartiates sous la fente de leur casque. La phalange spartiate se fait déborder par le côté. Léonidas ordonne à presque tous les soldats des cités alliées de battre en retraite. Des lances s'avancent sur le passage. Avec ses hommes et quelques bataillons grecs, le roi des Spartiates se battra jusqu'au bout sur cette colline. Des arbres recouvrent le sommet de la colline. La décision de Léonidas de rester est le moment qui a fait de lui un héros. Il ne voulait pas que les autres soldats grecs meurent sans raison pour lui. En revanche, les Spartiates n'avaient pas le choix. Si leur roi restait, ils devaient rester. Il reste un point d'interrogation. Comment les flèches perses ont-elles eu raison des défenses spartiates? Nick Fields consulte Chris Verville-Meron, spécialiste des techniques de tir à l'arc dans l'Antiquité. Chris est vêtu d'un costume d'archer. Qu'est-ce qui leur a asséné le coup de grâce dans la dernière partie de la bataille? Là, on a une pointe de flèche très légère et petite, mais elle est très efficace contre le corps humain. Parce qu'après l'impact, ces lames, comme des rasoirs, lacèrent la chair. Pour tester la puissance des flèches perses, Chris vise une réplique en bois d'un bouclier spartiate. À l'époque, il était la meilleure protection des guerriers contre plusieurs milliers d'archers. La flèche transperce le bouclier. Bien joué! À 15 mètres, le tir de flèche est mortel. À l'époque, le bouclier était recouvert d'une fine couche de bronze. Mais on voit que la flèche a traversé. Des Perses bandent leurs arcs et tirent. La ligne de défense spartiate est impuissante. Un Spartiate est étendu, une flèche dans le corps. Quand vous êtes sur cette colline, vous ne pouvez vous mettre à l'abri nulle part, parce que les flèches arrivent de toutes parts. Et s'il y en a assez, tout le monde meurt. Sous une pluie de flèches, 3 jours de guerre sans merci s'achèvent dans un bain de sang. Xerxès a vaincu Léonidas. Léonidas gît sur le sol. Les traces archéologiques laissent penser que les histoires sur les exploits des Spartiates disent la vérité. Ils ont été héroïques aux Thermopyles. Yann. Les récits des sources anciennes sont fiables. Après avoir tué tous les Spartiates, les Perses exhibent la tête tranchée de Léonidas pour célébrer leur triomphe. En animation, la tête de Léonidas est exposée au bout d'une lance devant le champ de bataille. Dès lors, plus rien n'arrête Xerxès pour envahir la Grèce. Une carte montre sa progression depuis le nord de la Grèce jusqu'à Athènes au sud, symbolisée par l'Acropole. Son armée traverse les Thermopyles et détruit toutes les cités sur sa route. Quand les Perses arrivent à Athènes, elle est déserte. Ils y mettent le feu. Une fumée noire s'élève sur Athènes. Reconstitution. Des guerriers perses lancent l'assaut contre les Spartiates. Les boucliers s'entrechoquent. Les armes sont maculées de sang. La Grèce semble condamnée face à l'appétit de conquête des Perses. Une main ensanglantée lâche son arme. Des Spartiates se tiennent face à l'ennemi. La résistance des Spartiates a-t-elle été courageuse mais inutile? Certains pensent que leur sacrifice n'a pas été uniquement un acte héroïque. Du sang imbibe le sol. Elle a peut-être même aidé les Grecs à remporter la guerre contre les Perses. La statue de Léonidas se dresse sur son piédestal. La plaine côtière vue du ciel. Après 3 jours de combat aux Thermopyles,
300 Spartiates et plusieurs milliers de leurs alliés grecs sont morts au champ d'honneur. Reconstitution. Les Spartiates résistent avec bravoure aux assauts perses. Le courage des Spartiates est loin d'avoir été vain. Même si les Spartiates ont échoué, leur attitude a été déterminante. La guerre contre les Perses n'était pas terminée. On en trouve la preuve sur l'île de Salamine, près d'Athènes. Un homme à lunettes, la soixantaine. Yannis Lolos enquête sur des ruines antiques dans la baie d'Ampélakia. La baie vue du ciel. Des habitations modernes bordent le littoral. Dans les semaines qui ont suivi la défaite aux Thermopyles, une célèbre bataille navale s'est déroulée entre les navires perses et la flotte alliée grecque. Cet affrontement a décidé de l'issue de la guerre. C'est un événement fondateur dans l'histoire grecque. Pour Yannis Lolos, les ruines aujourd'hui englouties révèlent comment les Alliés ont repris la main. Les images prises par un drone permettent d'identifier ces vestiges antiques. Est-ce qu'on peut survoler cet endroit? Dans l'eau, on distingue les fondations de constructions carrées de grande taille. Plus loin dans la baie, il y a des pierres disposées en cercle. Yannis observe l'écran du drone. On a un diamètre de 7,50 m. On peut en conclure que c'était une tour de guet. Ce serait tout ce qu'il reste d'une immense structure défensive. Les pierres tracent une ligne droite sur la mer. Ces murs faisaient partie du système de fortification de la ville. C'était une ville fortifiée avec un port. Dans l'Antiquité, la baie était une base navale. Des objets retrouvés sur le rivage suggèrent qu'un port commercial était déjà là au moment de l'invasion perse. Yannis ramasse un objet sur le sol. Ces fragments de poterie datent du 5e siècle, vu la qualité de l'émail noir. C'est le port où s'est déroulée la bataille de Salamine. La flotte alliée grecque est partie d'ici. La configuration des lieux a permis aux navires grecs d'attendre les Perses sans se faire repérer. L'archéologue se rend en hauteur pour observer le port. La flotte alliée grecque était postée dans la baie d'Ampélakia. Les Perses n'ont pas pu la voir parce qu'ils sont entrés dans le détroit par le sud. Les collines qui entourent le port cachent la baie. Les Perses sont arrivés dans le chenal sans se douter que les Grecs leur tendaient une embuscade. Les commandants de la marine grecque ont utilisé la même tactique que les Spartiates aux Thermopyles. Ils ont attiré les Perses dans un goulet d'étranglement. Ensuite, les marins grecs n'ont eu aucun mal à éperonner les navires adverses et à tuer leurs ennemis dans de rudes combats au corps à corps. Xerxès a dû s'avouer vaincu et battre en retraite. Pour remporter la victoire finale, les Grecs se sont inspirés de la stratégie des Spartiates, mais ils leur doivent beaucoup plus que cela. Grâce à la bataille des Thermopyles, les Grecs ont eu le temps de se préparer pour l'étape suivante de l'invasion perse. L'héroïsme des guerriers de Sparte a fait gagner 3 jours aux Grecs. Leur courage les a aussi galvanisés. Ils ont cru en leur chance de victoire. Le sacrifice ultime des Spartiates aux Thermopyles a redonné confiance au reste de la Grèce, qui s'apprêtait à livrer la bataille décisive de la guerre. Léonidas et ses hommes ne sont pas morts pour rien. Maria. Les Spartiates ont perdu une bataille, mais les Grecs ont gagné la guerre. Yannis. Le destin de la Grèce s'est joué ici. Au cœur de la légende, il y a une histoire vraie. Le courage et la solidarité de guerriers face à un défi impossible. Yann. Les sources anciennes n'ont pas inventé un mythe, elles racontent l'histoire. Le sacrifice des 300 Spartiates a aidé les Grecs à repousser l'invasion perse. Et ils ont pu continuer leurs expériences politiques autour d'une idée nouvelle, la démocratie.
La bataille des Thermopyles est souvent vue comme un tournant pour la civilisation occidentale. Les Spartiates ont tenu en respect toute l'armée perse. Cet exploit est dû à une cité hors du commun et au mystérieux temple de Delphes. Ils sont tombés sous un déluge de flèches, mais leur glorieuse défaite au pied de la montagne est entrée dans la légende. Les Spartiates restent à jamais les héros de l'Antiquité.